Bonjour, nous sommes le jeudi 26 février 2015, il est 10 heures du matin à Paris. Vous êtes sur la chaîne de la subconscience. Et je vais vous parler d'un film, enfin d'une soirée consacrée à un film israélien, avec la participation de la réalisatrice, et qui est consacrée d'ailleurs à l'inceste. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce film, mais ça m'a généré certaines réflexions dont je voudrais vous faire part. D'abord, c'est un film militant. C'est un film militant, justement, sur la cause de l'inceste. Et d'ailleurs, il y avait invité au débat une association qui milite pour la reconnaissance judiciaire de l'inceste, en se plaignant que dans le code actuel, elle n'est pas suffisamment mise en évidence, et donc ne permet pas toutes les actions souhaitables. Et l'autre problématique qui est intéressante aussi, c'est évidemment l'idée que le film doit être vu. Il faut en parler, qu'il faut le faire connaître, et comme dirait dans une autre soirée à laquelle j'ai assisté, qui était une avant-première de Tokyo Fiancé, venez nombreux, venez nombreux. Alors, cette façon d'être perçue dans le vous et non pas dans le tu est intéressante. Dans le nous et non pas dans le je est intéressante parce qu'elle représente tout à fait ce que moi je considère être le féminin. Le féminin, il est dans le pluriel, à tous les points de vue. Il est dans le pluriel. Une conscience plurielle, je dirais même. Ce qui l'empêche quelque part d'être une conscience individuelle et personnelle. Même si effectivement les deux aspects se confondent, se mélangent, s'interpénètrent dans la psyché féminine, mais incontestablement, le moi féminin est marqué par une conscience collective forte, par le nous. Et donc, comme une expression qui définit bien le point de vue, c'est une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est-à-dire, un individu isolé, ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui pense quelque chose tout seul, ça ne veut rien dire. Voilà ce que fondamentalement ressent la psyché féminine. Et c'est à la fois sa force et sa faiblesse, évidemment. Souvent d'ailleurs, lorsque l'on défend des thèses nouvelles, on est confronté à des femmes qui vous disent mais c'est votre point de vue, c'est votre point de vue à vous. Vous êtes tout seul à penser comme ça, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, comme dirait Staline, c'est le nombre de divisions, c'est la masse, la quantité de gens qui vont vers quelque chose, qui vont vers le même point. C'est un petit peu la philosophie panurgienne. Donc les valeurs féminines sont irrévocablement et irrésistiblement marquées par l'idée qu'il faut que ça se répande. C'est ce que j'appelle l'approche horizontale. Il faut que ça se répande, il faut que ça se fasse savoir, il faut que ça communique, il faut que ça diffuse. Et même quand on parle d'un cas particulier, il faut que ce cas soit emblématique, que tout le monde s'y reconnaisse. Tout le monde, en tout cas que beaucoup de gens s'y reconnaissent, et que par conséquent ça parle à beaucoup de monde. Que cela corresponde à des problématiques qui sont partagées par pas mal de monde, pas mal de gens. Autrement dit, par opposition à la psyché masculine telle que je la vois, l'idée de faire cavalier seul ne fait pas partie véritablement de la psyché féminine. Sur le plan grammatical, les choses sont claires. Nous avons le singulier et le pluriel. Eh bien, le singulier
et masculin, le pluriel féminin. Je crois que ça n'avait pas été dit aussi clairement. Ça veut dire aussi que quand on fait l'histoire des femmes, les femmes ne sont pas bien mises en évidence au niveau du singulier. Parce qu'elles n'arrivent pas à affirmer pleinement leur singularité en tant qu'individu, je ne dis pas en tant que femme. Parce que là, encore une fois, le mot femme, par définition, c'est un mot générique. Donc dire bon, je suis une femme, ça veut dire que je ne suis pas toute seule à l'être. Donc voyez-vous, on n'est déjà plus. Donc, paradoxalement, c'est un peu compliqué sur le plan épistémologique, parce que euh, parler de être un homme et être une femme, c'est déjà être dans la pensée collective. Mais dire que être un homme, c'est justement ne pas être un homme, c'est-à-dire ne pas être simplement assimilé à une population, mais être un individu, mais un individu qui serait en l'occurrence un homme, puisque ce sont surtout les hommes qui ont cette capacité à s'individuer, les femmes étant en quête d'individuation, ce qui n'est pas la même chose, d'où justement l'importance de l'astrologie, d'où de tous les processus de connaissance de soi-même qui fascinent les femmes, parce que justement, ça n'est pas dans leur nature d'avoir un moi à proprement parler. Elles ont un nous. Elles sont dans le nous. Et euh, ce film sur l'inceste, d'ailleurs, sur lequel il y aurait des choses à dire, parce que, je fais une petite parenthèse, puis on parle de ce film quand même. C'est un film qui met en scène un homme d'une cinquantaine d'années et sa fille de 20 ans, donc qui est majeure en quelque sorte. Il se déroule dans la région de Tel Aviv. C'est pas à ces âges-là que le problème de l'inceste se pose. On nous le montre à cet âge-là, mais en fin de compte, à cet âge-là, à la limite, on est avec des adultes et la loi n'est pas la même. Alors là, j'ai interviewé la cinéaste, elle me répond: ah oui, mais vous comprenez, on ne pouvait pas tourner avec une jeune femme, une fillette. On ne pouvait pas tourner une scène d'inceste avec une fillette. Donc on a préféré tourner avec une femme d'une vingtaine d'années. C'est un argument technique qui est tout à fait recevable, mais qui affaiblit considérablement, à mon avis, le film, et qui ne le rend pas spécialement vraisemblable à la limite. D'autant plus que, moi je ne sais pas, je ne suis pas une femme, mais ce qui est choquant dans les premières scènes du film, on ne sait pas si c'est le rapport de la fille au père, parce qu'après tout, on n'est pas censé le savoir, on voit un homme et une femme, ou si c'est l'âge, le décalage d'âge, une trentaine d'années. Et tout ça, ça se mélange au niveau des sensations et ça brouille le message quelque part. Bon, je ferme la parenthèse. Donc je reviens sur la question de la psyché féminine, qui est le cœur de mon intervention, pour dire que euh, le rôle des femmes dans l'histoire, c'est un rôle qui n'est pas si facile que ça à appréhender, en tout cas qui ne s'articule pas autour d'individualités fortes. Force est de constater en effet que si on prend les 1000 personnages les plus célèbres, les plus marquants, on trouvera probablement à peine 5% de femmes, disons 10% si on veut, plutôt plus. Et encore en prenant une période très très longue. Mais paradoxalement, si on prend les 200 dernières années, je parle des plus importants. Je ne parle pas des personnages, je ne parle pas des gens qui se situent dans la mouvance, qui sont des disciples, des épigones. Je parle des véritables pionniers qui ont marqué un grand nombre de personnes. Parce que le propre de l'épigone, c'est d'être marqué, mais il n'est pas tout seul à être marqué. C'est ce qui fait sa force et sa faiblesse. Alors encore une fois, là aussi, si je suis dans le collectif, je ne suis pas censé être le seul à être ce que je suis et à faire ce que je fais. Donc il y a une espèce de tension intérieure que Freud n'a peut-être pas appréhendée et qui fait que les femmes sont prises entre
un surmoi collectif puissant qui fait que je parle au nom, au nom d'un ensemble, je fais partie d'un ensemble, j'ai une identité collective. Et en même temps, elles sont confrontées à un monde qui met en avant des valeurs masculines d'individuation forte, dans lequel elles voudraient quelque part entrer, avoir leur place. Et je crois que c'est très conflictuel. Je crois que c'est très conflictuel, que ça peut même être un élément de torture mentale. C'est la quadrature du cercle, en quelque sorte.